dire. Merci d'être venu donc, dans cette session qu'on a intitulée Comment embarquer de l'IA dans vos projets sans avoir de data scientist. Alors, avant toute chose, je vais rappeler pour ceux aussi qui sont en ligne que ces sessions sont enregistrées et publiées en ligne. Donc les personnes qui ne souhaiteraient pas être enregistrées ou autres sont priées de quitter la réunion. Ceux qui sont dans la salle, je pense que ce serait gentil de rester dans la salle quand même, ça nous ferait plaisir. Allez, on va se présenter rapidement. Je vais laisser les filles d'abord commencer. Bonjour à tous, donc je suis Justine Charlet, je suis Cloud Solution Architect et Data Scientist chez Microsoft. Et donc moi je suis Nicolas Robert, je suis Digital Advisor chez Selenza et également MVP Microsoft dans la catégorie IA. Donc je suis chez un partenaire de Microsoft plus clairement. Et j'interviens ici en tant que notamment ancien développeur ayant travaillé sur ces solutions-là. C'est pour ça que j'apporte cette casquette-là. On vous a mis des petites coordonnées rapidement de contact si vous avez besoin, LinkedIn, Twitter ou autre. Alors, on a fait une session où on parle de comment faire de l'IA sans forcément avoir de data scientist. Et si vous regardez le rôle de Justine, elle est data scientist. Je me dis, c'est quoi le délire? Je suis tombé dans un piège. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi, je me dis, voilà, si demain je dois aller voir Microsoft, avoir un projet basé sur l'IA, je vais appeler Justine et elle va arriver avec son armée de data scientists. Et puis on va se retrouver. Enfin, tu veux nous faire un projet comme ça, quoi? Bah détrompe-toi, pas forcément. Alors bien sûr, j'adore coder. Je passe mes nuits à débugger, optimiser mes scripts Python, je ne peux pas mentir. Par contre, j'ai un seul mot d'ordre, c'est pourquoi aller réinventer la roue? Pourquoi aller redévelopper from scratch un modèle alors que Microsoft a passé des semaines, des mois à les mettre en place sur étagère et à disposition? Je vais même vous citer une petite anecdote. J'interviens sur un engagement client et situation de crise, le data scientist passe 200 jours. 200 jours sur finalement une modélisation multiclasse, donc on avait 5 classes en tout. Impossible finalement d'obtenir des KPI de satisfaction. Et donc finalement j'interviens, je passe ma casquette de data scientist, je vais décrypter les scripts, essayer de comprendre les fonctions qu'il a mis en place. Et au bout de 2 jours, on se dit mais pourquoi pas aller lancer un AutoML? L'AutoML, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capacité à lancer un grand nombre de modèles avec du code ou sans code, et ce, en moins de 30 minutes. Et donc, sur cet engagement client, finalement, on lance un AutoML. Et en 30 minutes, nous allons atteindre les KPI de satisfaction que le client n'avait même pas espéré. Donc, bien entendu, je parle de l'AutoML, mais on a plein d'autres outils. On a, entre autres, par exemple, un ensemble de studios sur la reconnaissance d'images, de vidéos. Ici, vous pouvez le voir à l'écran. On est capable de dénombrer le nombre de personnes sans avoir fait aucun modèle. On a également le Form Recognizer. Ici, je me suis amusée dimanche soir. J'ai uploadé ma note de frais en haut à droite. Ça m'a pris 1 minute, temps de chargement du portail compris, pour finalement avoir le lieu, le montant et la date. Et en n'ayant rien codé. C'était vraiment sur étagère. Tout à fait. Donc tout cela pour dire, c'est que lorsque vous avez un POC, il est vraiment recommandé, et je vous encourage tous à essayer, ces modèles sur étagère qui peuvent vous montrer vraiment très facilement, finalement, une faisabilité technique. Et du coup, quand on a une solution IA disponible, on va dire, sans coder comme ça, est-ce que d'après vous, c'est une question qu'on veut vous poser, est-ce qu'on peut réellement créer un projet basé sur de l'IA sans avoir à faire son propre modèle? Est-ce que parmi vous, certains ont déjà utilisé ces services-là? Alors, dans ces services-là, j'entends tout ce qui est services cognitifs, tout ce qui est, si vous avez entendu parler de certains produits, Computer Vision, Custom Vision, Face API, Speech, AI Builder pour ceux qui ont déjà fait éventuellement de la Power Platform. Ou alors parfois, c'est aussi ces briques qui sont embarquées dans des outils comme de la Logic App. Vous avez des connecteurs pour ces outils-là. En gros, c'est pensez-vous qu'on peut réellement faire un projet avec ce genre d'outils? Alors, ça va être parfois difficile d'avoir vos avis tels quels. Il y a un micro dans la salle si vous le souhaitez. Après, on peut faire aussi un petit sondage à main levée, de se dire est-ce que chez vous, dans vos entreprises en tout cas, ou à titre personnel, ce sont des produits qui vous parlent? Oui, juste levez la main, savoir si vous avez entendu parler de ces produits ou utilisé. Ok, on a une moitié de la salle à peu près, d'accord. Et on parle juste entendu parler ou utilisé?
Ceux qui ont utilisé, on a un peu moins de mains déjà? Ouais. Ok. Ok, 3. Merci. Donc c'est bien de voir que voilà, on a une approche souvent où sur ces produits-là, bah, peu de gens les connaissent parfois déjà. Et ensuite, les utiliser souvent, c'est de se dire, bah, je vais prendre un use case simple et je vais être capable de répondre à une question en 2 minutes. Pas en 2 minutes, on va dire, mais il y a plein de use cases qu'on peut coder à la journée. On peut aussi les industrialiser. J'ai un bon exemple client qu'on a fait nous chez Selenza dans une entreprise qui, en gros, passe notamment des ordres financiers et autres. Et on a gagné énormément de temps d'automatisation de traitement qui était manuel et hyper répétitif pour aller traiter des documents qui étaient reçus par mail, des ordres liés à des actions ou autres. Donc si vous voulez, vous pouvez chercher, c'est une customer story qui est sur le site de Microsoft, le client s'appelle MFEX, c'est public donc je peux vous en parler. Et c'est vraiment un exemple où le gain a été sur implémenter avec des outils pré-packagés, pré-disponibles, une solution de bout en bout qui aujourd'hui tourne sur de la prod et qui traite des milliers de documents de manière récurrente. Tout ça pour dire qu'en fait, sur ces solutions IA, on a vu un peu un espèce de changement de tendance, je dirais, où quand on faisait des sessions il y a 3-4 ans, on parlait beaucoup de POC, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on est sur des implémentations où on va beaucoup plus penser la logique de bout en bout, à essayer d'aller faire quelque chose qui soit industrialisable rapidement. Mais on a également des problématiques qu'on retrouve communes avec la partie data science. Ça ne va pas révolutionner le monde, il y a des choses qui sont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'on est on n'est pas sur du dev classique, on est sur de l'intelligence artificielle qui est derrière. Alors, parfois, c'est de la boîte noire. Mais par contre, pour que les projets réussissent, il y a les mêmes bases, c'est-à-dire se dire, aujourd'hui, quels sont vos KPI, enfin vos indicateurs clés de succès du projet. Parce que quand on fait du dev classique, le résultat, il est là ou il n'est pas là. C'est oui ou non. Alors quand on est sur un sujet basé souvent sur de l'IA, on a des clients qui nous disent ouais, moi, il faut que ça marche à 99,99%. Les 3 quarts du temps, on va lui dire déjà, ça risque d'être mort direct. Mais on va essayer de voir quels sont les cas qui vont passer, les cas qui ne vont pas passer, essayer d'affiner. C'est là aussi où tout le travail, il reste du travail derrière sur ces outils-là, c'est-à-dire que l'outil va faire un service, mais maintenant, pour qu'il soit utilisé correctement et qu'il soit exploité correctement, le travail des équipes de dev est encore là. On voit aussi qu'on avait des silos, historiquement, on va dire, il y avait le business d'un côté, la tech de l'autre. Enfin, moi, j'ai connu ça, je commence à avoir des petits cheveux blancs, et j'ai connu ça quand j'ai commencé à travailler. Il y avait les équipes de tech d'un côté, les équipes de business, des expressions de besoins, etc. Et ça se parlait à travers de documents Word. Aujourd'hui, on avait un peu un avancement avec business, tech et data science, on va dire, et justement, tout cet ensemble-là s'est un peu transformé. On a des rôles qui sont de plus en plus mixtes, de plus en plus des nouveaux rôles aussi qui sont arrivés. Je prends l'exemple ici, on vous a mis 2 captures d'un même outil. Cet outil, c'est Azure Machine Learning. Sur la gauche, vous avez l'exemple de l'usage du designer dans Azure Machine Learning. Le designer, c'est globalement assembler des box existantes qui ont été préparées par Microsoft, les mettre entre elles pour aller créer un modèle à partir de votre donnée. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas data scientist. Le designer, je vais savoir l'utiliser. Alors ok, il va me falloir un peu de formation, un peu de vulgarisation, un peu de compréhension des termes. Je ne vais certainement pas battre le travail d'un data scientist pour avoir un modèle qui soit qualitatif, on va dire. Mais par contre, je vais savoir faire un modèle rapidement sans avoir codé la moindre ligne de Python ou autre. Et à l'inverse, les personnes qui sont plutôt côté data science, ils ont aussi la partie notebook qui est intégrée dans Azure Machine Learning et ils peuvent coder leur modèle de bout en bout. En gros, ce qui est fait dans le designer, vous pouvez très bien le faire en code Python. C'est juste que là, une partie est déjà faite. On se retrouve donc avec des nouveaux métiers. On a ce qu'on appelle des citizen data scientists qui vont être plus sur de l'approche avec ces outils-là qui sont assez simples à manipuler. Alors qu'à côté, on a toujours le travail plus classique du data scientist. Un autre point que je voulais mentionner, c'est l'importance de ce travail multi-équipe. J'ai un très bon exemple. J'ai travaillé pendant plusieurs mois chez un client où on était embarqué une équipe pluridisciplinaire. Il y avait des devs, front, back. Il y avait un data scientist. Moi, j'avais arrivé avec la casquette connaissance des briques Azure. Et en fait, plein de fois, on a résolu des use cases en disant on va poker rapidement, on va voir s'il y a des briques sur étagère qui le font. Ça le fait, très bien, on peut continuer et on peut l'industrialiser. Ça le fait pas, on regarde côté data science. On va collecter de la donnée, on va travailler le modèle, etc. Et pareil, côté data science, là-dessus, les métiers du data scientist évoluent un petit peu. On se retrouve avec, les gens qui arrivent aujourd'hui sur le sujet data science, ils sont beaucoup plus outillés aussi qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, du coup, les métiers peuvent contribuer directement. Ça, c'est un autre produit. Donc, si vous avez déjà manipulé les services cognitifs, celui-ci s'appelle Custom Vision.
Custom Vision, l'idée, c'est de faire du traitement de l'image à partir de vos propres besoins. C'est-à-dire qu'il y a des briques qui sont pré-packagées, il n'y a vraiment rien à faire. Ça, c'est Computer Vision. Vous voulez détecter un visage, vous voulez détecter une personne, des objets classiques, ça va être Computer Vision. Vous voulez détecter quelque chose de plus custom, propre à votre métier, propre à votre usage, bah, ça va être plus Custom Vision. Là, par exemple, c'est détecter des comportements au volant. Bah, aujourd'hui, quelqu'un côté métier peut très bien intervenir sur cette brique-là. Il va aller charger ces images dans le portail, c'est un portail web, il va aller taguer ces images, les qualifier, faire l'entraînement du modèle. Alors, Justine, je ne sais pas l'entraînement du modèle, combien de temps ça prend sur ces trucs comme ça quand tu es côté data science. Là, moi aujourd'hui, c'est le client, il arrive, il va appuyer sur Train. Alors, le bouton, il est là à droite normalement. Il va appuyer sur Train, il va laisser tourner son traitement. Il aura un certain nombre de métriques qui vont remonter. Alors, vous allez me dire après, ok, les business, il ne va pas arriver à consommer son service. Bah, derrière, en fait, il y a une API qui est automatiquement exposée. Il peut l'utiliser dans Power Platform, il peut l'utiliser alors, avec des devs qui vont lui coder l'appel de ce service-là. Mais globalement, on aura fait ce travail-là finalement sans data science. Donc certains use cases peuvent être résolus avec ce genre d'outils. Exemple concret sur Custom Vision, je fais de la moto sur circuit, j'ai un photographe qui me disait j'arrive pas à trier mes photos. Ben, on a fait un modèle Custom Vision où on prend les photos, on détecte plus ou moins les modèles de moto, en tout cas on détectait certaines choses sur les motos. On a fait une API qui prend tout, qui fait ses appels de bout en bout, qui lui renvoie, qui lui permet de trier ses photos, parce que lui son business à la fin de la journée, c'est qu'il a fait 5000 photos et il faut qu'il puisse rapidement les vendre à ses utilisateurs. Mais il a codé l'appel de l'API dans son service, et il a tout trié, et ça lui fait un gain de temps de pas mal d'heures de clics et de mise à jour à la main, quoi. Du coup, on a une autre question pour vous. Une fois que la technologie, elle est validée, enfin, on va dire que le use case, il est démontré avec un cas de bout en bout. Est-ce que pour vous, un projet comme celui-ci peut s'arrêter là? C'est-à-dire que j'ai mis à dispo un produit dans lequel il y a un appel à une brique interne. Qu'est-ce que j'en fais? Je pars en production, c'est fini, tout va bien. Généralement, quand on pose une question comme ça, la réponse... Elle n'est pas du tout orientée, la question, en fait. On a mis des aides parfois. Qu'est-ce que, de votre point de vue, imaginez, voilà, vous avez un use case, vous avez introduit votre brique d'IA au milieu, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous l'avez déployé? C'est comme un projet classique, en gros, il y a, on va dire, de la maintenance avec, il y a des petits bugs qui arrivent, mais c'est... quelqu'un a un avis? Ouais? Je peux vous demander juste de faire passer le micro, si ça vous dérange pas, merci, parce que comme il y a du monde en ligne. Je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendez, mais j'allais dire ce genre de module de reconnaissance où ça peut toujours être amélioré. C'est pas 100% parfait. Du coup, on peut mettre un autre graphe, entraîner quelque chose de mieux. Tout à fait. Ça fait partie des réponses possibles, effectivement. Enfin, il y en a peut-être auxquelles j'ai pas pensé aussi. Hein. Enfin, on n'a pas pensé, pardon. Oui, il y a un effet important dans ces outils-là. Comme je disais tout à l'heure, vous codez pas 1 plus 1 égale 2, et ce sera toujours 2 dans 6 mois, ce sera toujours 2 dans 1 an. Éventuellement, votre métier va dire, ouais, ce serait bien que ça calcule 2 en 0,2 microsecondes de moins. Vous n'allez peut-être pas retravailler votre modèle, votre implémentation pour ça. Ici, on est sur des choses qui sont variables. Les données, parfois, d'utilisation du service sont différentes. Et du coup, il faut monitorer ce qui se passe, d'un côté, dans le cadre de l'utilisation du service, et de se dire, j'avais pensé mon usage comme ça, mais en fait, en réel, il n'est pas du tout utilisé comme j'y attendais, parce que tu avais un bon exemple, d'ailleurs, je crois, avec une histoire de lumière et de... Exactement, donc c'était un modèle tout simplement utilisé donc, sur Custom Vision, et on voulait reconnaître donc, du coup des lettres sur un pneu. Et il s'avère que le modèle fonctionnait plutôt parfaitement. Enfin, on est assez satisfait sur les images de test. Or, les images de test avaient été faites presque en conditions studio par les opérateurs directement à côté du pneu. Et en fait, on était vraiment satisfaits. Il passe en production et il s'avère que 2 heures dans la journée, un gros fail. Impossible en fait d'avoir une performance en tout cas équivalente à celle du test. Et concrètement, la lumière, en fait, concrètement, à travers les fenêtres, elle n'avait pas été simulée. Et c'est impossible même pourquoi de le simuler. Et donc, on a tout simplement un modèle qui drop en termes de performance. On voit l'intérêt vraiment de à la place de l'utilisateur final, de regarder un peu comment il l'utilise et d'avoir ce qu'on appelle aussi la boucle de feedback, quelque chose qui est assez classique en termes de quand on parle de data science. Ici, votre boucle de feedback, derrière, quand vous êtes développeur sur un projet comme ça, c'est super important d'y penser. Parce que les 3 quarts des développeurs qui ont utilisé ça vont se dire, c'est bon, j'ai branché ma brique, ça marche.
Bah ouais, mais ça peut marcher maintenant et ça bougera peut-être par la suite. Donc c'est un des points importants, un des points clés, au-delà de se dire, OK, j'ai défini quelles sont mes métriques pour arriver à dire que le projet fonctionne, c'est aussi comment il va fonctionner dans le temps et le surveiller. Et aussi potentiellement, un point important, c'est la veille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous utilisez par exemple la brique d'OCR dans Computer Vision. La brique d'OCR, c'est de la reconnaissance de caractères. Donc, vous allez envoyer une photo, vous avez vos caractères. Est-ce que vous savez que la brique d'OCR, il y a eu 3 modèles il y a eu 3 évolutions du modèle depuis l'année dernière. Je suis allé voir tout à l'heure. Si vous regardez, alors vous avez codé l'API ou vous avez utilisé vous êtes développeur, vous utilisez par exemple le SDK, enfin donc comment dire en français. Bon, bref, vous avez utilisé le SDK Computer Vision, vous êtes développeur par exemple .NET, vous avez appelé votre package qui va bien, vous ne l'avez pas mis à jour, sauf que votre package il a évolué, c'est aussi parce que l'API qui est derrière, fournie par Microsoft, a évolué et que les modèles ont évolué. Donc si vous regardez sur la partie OCR, si vous regardez sur la documentation de l'API, vous verrez qu'il y a un modèle qui est sorti en avril dernier, donc cette année. Il y en avait eu un autre en avril 2021 et un, je crois, en décembre 2021. Donc c'est super important, c'est de se dire, OK, aujourd'hui ça marche, demain ça marchera peut-être aussi mieux, parce que le modèle a évolué. Généralement, le modèle, il évolue dans le bon sens. Mais, encore une fois, c'est à surveiller, parce que c'est pareil, le modèle, si jamais votre use case marchait très bien, il y a peut-être des nouveaux cas qui ont été inclus dans les nouveaux modèles, mais qui ne marchent pas bien avec vous. Ça peut aussi arriver. Et la boucle de feedback vraiment permet de recentrer l'utilisateur. Imaginez, vous avez une prédiction sur une tablette ou sur un téléphone, peu importe. Vous demandez à l'utilisateur, sur un smiley, un vert qui est content et finalement un rouge. Dès qu'il est insatisfait finalement de la prédiction, il va venir appuyer sur le bouton. Ça paraît rien, mais au final, vous allez pouvoir récupérer donc le feedback de savoir quand est-ce qu'il faut réentraîner. C'est bien plus intelligent que de se dire on réentraîne tous les 6 mois, tous les 3 mois. Vous allez vraiment utiliser le feedback pour savoir quand est-ce qu'il faut réentraîner. Et mieux que ça, vous demandez à l'utilisateur de finalement, pourquoi pas, remplacer le bon label. Plutôt que d'avoir finalement juste une prédiction et jamais d'avoir de nouveaux labels pour réentraîner, vous demandez à l'utilisateur de participer finalement à cette base de connaissances et de réentraînement. Ça permet, ce genre d'intégration de l'utilisateur, ça permet aussi souvent de démystifier un peu le produit, de se dire, je ne travaille pas avec une boîte noire où je ne comprends pas ce que ça fait, ça mange mon métier. Non, l'utilisateur, il est là aussi pour gagner du temps, pour lui éviter des tâches répétitives. S'il voit que ça lui sert, il contribuera sur la partie feedback. Par contre, il faut aussi le penser intelligemment. Il ne faut pas faire un truc qui soit systématique et qui va lui faire perdre à chaque fois le temps qu'il avait gagné avec l'outil. Donc c'est là où c'est assez difficile et ça dépend un peu de chaque projet. Et on voulait rebondir sur un point, donc, par rapport à ce qu'on vient de dire sur ces outils qui peuvent faire très bien le boulot sur certains projets. C'est aujourd'hui, moi j'ai une question pour Justine, c'est comment tu trouves que le métier de data scientist a évolué par rapport à ces outils-là, enfin l'arrivée de ces outils-là. Est-ce que, si on met les pieds dans le plat, est-ce que c'est pas la mort du data scientist? Merci pour Merci pour ta question. Tellement que j'ai été perturbée, tu vois, j'en fais tomber le matériel. Donc c'est vrai qu'en 2017, le Gartner annonçait que 40% des tâches du data scientist seraient remplacées avant 2020. Bon, on est en 2022, en tout cas mon job existe encore. Et il serait même légitime de se demander, mais est-ce que l'IA ne va pas remplacer tout simplement le job du data scientist? Alors je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui, mais bien la tienne, Nicolas. Concrètement, mon rôle a évolué. Tu l'as mentionné, c'est vrai qu'on fait de moins en moins de POC. Moi, quand je suis arrivée sur le marché, donc il y a à peu près 5 ans, je passais mon temps à faire des POC, d'une semaine à 6 mois, vraiment des durées variables. Mais il y avait un point commun, je n'ai jamais vu un utilisateur avec ma solution dans les mains. Désormais, c'est complètement dit. Dommage. Oui. Quand on s'investit autant, c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'on révolutionne presque la technologie. Eh ben non. Ça, c'était avant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va quand même encore faire des POC. On va pas mentir. Mais par contre, il faut que ça soit rapide. Si le produit sur étagère, il existe, on va l'utiliser. Peut-être que c'est avec des modèles custom. Peut-être que ça va être avec du transfer learning. Mais l'idée, c'est que le POC soit rapide et qu'on lance un pilote en conditions réelles. C'est vraiment un point commun qu'on voit chez tous nos clients. Alors bien sûr, si le monde évolue, les skills qu'on attend du data scientist également. C'est vrai qu'il y a encore 5 ans, je n'aurais jamais imaginé déployer moi-même mon propre modèle sur un cluster AKS. On ne m'aurait jamais demandé finalement de déployer une chaîne MLOps parce que le mot MLOps n'existait pas. Donc le mot MLOps, juste pour la faire courte et ne pas perdre tout le monde, c'est toutes les techniques et les méthodes qui visent à déployer et maintenir un modèle en production. Aujourd'hui, on attend de plus en plus de data scientists et ça devient presque un couteau suisse. Mais il ne faut pas oublier, c'est que le data scientist, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg.
Derrière, on a le Data Engineer, le MLOps Engineer, le ML Engineer, l'infra, la sécurité, l'apps éventuellement s'il y en a, l'IT. Le DevOps. Exactement. Donc bien sûr, ça reste un grand débat de savoir si c'est aux data scientists de mettre en place le MLOps, mais une chose est sûre, c'est un ensemble de métiers qui vont faire le succès de votre projet AI. Donc pour résumer et pour reboucler peut-être avec la question, si vous voulez faire un POC, si vous voulez juste, voilà, en termes de démonstration de faisabilité technique, je vous encourage fortement à lancer vos projets et ne pas forcément attendre vos data scientists. Par contre, les données évoluent avec le temps, et donc un modèle qui est valable en janvier peut être complètement invalide au mois de mars si vous avez une grande volatilité des données. La communication, ça va vraiment être le point clé entre tous ces métiers. Est-ce que tu veux rajouter un dernier commentaire, Nicolas? Tu viens de m'en faire penser à un que je viens de reperdre instantanément, c'est magique. Si, c'est bon. J'étais en train de me dire, voilà, tu dis il faut tester, allez-y, regardez. C'est pas compliqué. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que moi, quand j'ai commencé sur ces services il y a 3-4 ans, il n'y avait pas grand-chose pour tester sans aller faire des lignes de code. Même en tant que consommateur dev. Moi, j'ai pas fait, voilà, je fais de l'IA, j'utilise de l'IA sur étagère, pas de souci, je l'assume. Par contre, vous vouliez coder un truc de reconnaissance de visage ou autre, il fallait comprendre où était l'API, comment l'utiliser, etc. Aujourd'hui, depuis quelques mois, alors ça dépend des produits, mais depuis quelques mois, on retrouve sur la majorité des produits sur étagère comme ça, des portails web qui ont été faits par Microsoft qui vous permettent de tester sans coder, d'aller uploader votre propre image, de voir le résultat, d'avoir un visuel avec un affichage des résultats, d'avoir la tête du JSON que renvoie l'API. Donc quand vous êtes développeur, vous êtes quand même content de voir qu'il y a bien ce que vous voulez dans votre contenu. C'est quand vous avez un démonstrateur qui vous dit « Ok, j'ai trouvé un visage ». Très bien, mais vous, l'info que vous voulez savoir, c'est quel est le rectangle où il est, etc. Ça, vous voyez directement en testant que c'est dedans. Sans aller réimplémenter le truc, parce qu'effectivement, la documentation, tout est exposé sous format d'API, en gros, dans ces solutions. Donc la documentation, elle est publique, elle est visible, mais c'est pas facile pour aller se dire « Je vais poker, je vais regarder si ça marche », le temps d'aller trouver la bonne implème. Maintenant, vous avez des portails. Il y a un portail pour le speech, donc toutes les choses liées au speech to text, text to speech. Vous pouvez même entraîner votre propre voix de synthèse à partir de, j'ai fait le test l'autre jour, à partir de 20 fichiers, alors je crois que c'est en anglais pour l'instant sur la partie preview, vous enregistrez 20 phrases en anglais, vous laissez s'entraîner 1 heure, il vous génère 50 exemples, 30 exemples, je crois, de phrases en anglais dites avec votre propre voix. Je vous assure, j'aurais pas dit ça il y a un an, c'est bluffant. J'ai fait ça un soir sur mon PC tard, j'ai enregistré mes trucs de voix, le lendemain matin je reviens, j'écoute, bon ça avait le même ton nasillard que moi parce que j'étais enrhumé quand j'ai fait mes enregistrements, mais c'était ma voix, vraiment. Alors, vous allez me dire, l'éthique, la sécurité, etc., c'est testable en version light. Si je voulais passer avec un vrai modèle avec ce produit-là, Microsoft a sorti sa casquette AI responsable, etc. Et il faut vraiment démontrer qu'il y a un vrai use case à faire pour pouvoir utiliser cette brique-là. Mais pour vous montrer que ça marche bien, ils ont sorti la version light. Je crois que le modèle il est valable, il est là 90 jours. Vous avez juste les exemples générés, vous ne pouvez pas générer la phrase que vous voulez, mais ça vous permet de le tester. Et honnêtement, c'est bluffant. Il y a un an, ça n'existait pas. Donc ça évolue. Le custom speech, cette brique-là, moi je l'ai vu il y a 2-3 ans, il y avait quelques voix. En fait, on a eu les voix qui existaient de base. Après, il y a eu les voix neuronales qui ont déjà bien avancé sur la qualité. En fait, avant, vous aviez du robotique, c'était du syllabe par syllabe. Aujourd'hui, vous pouvez même jouer sur l'intonation, sur la durée des phrases, etc. Et dans le portail de speech, vous avez un accélérateur pour ça, pour vous aider à dire je veux accentuer tel mot, tel truc, et c'est que graphique. Vous pouvez tester comme ça. Et vous voyez le code qui est généré derrière, parce que ça s'appelle du SSML, je crois, le langage qui permet de mettre ça sur les... Enfin, c'est du XML différent. Ça, c'est la partie speech. Il y a un portail pour tout ce qui est vision. Vous avez la partie computer vision, la partie face aussi, que vous pouvez tester. Et tout ce que ça vous demandera, c'est une clé d'API pour tester. Et vous allez me dire, une clé d'API, ok, il faut que je paye. Non, vous pouvez tester avec des clés gratuites. Vous avez les clés gratuites, souvent sur ces produits-là, vous avez un quota d'appels par mois. Mais genre, c'est, je sais plus, 10 000 appels peut-être pour certains trucs. Enfin, si vous voulez tester avec 20 photos, ça vous coûtera 0. Et le portail, il suffit de vous connecter avec votre compte, vous mettez votre truc. Donc ça, c'est vraiment un super accélérateur aujourd'hui pour que même un métier aujourd'hui, si vous lui donnez l'accès à une clé d'API, il peut aller voir ce que ça rend. Alors attention, un métier, il faut quand même l'encadrer, parce que s'il trouve un effet déceptif, il va passer à autre chose. Donc il faut lui expliquer pourquoi, etc. Mais c'est quand même un point intéressant. Il nous reste 3 minutes. On a un sondage, deux sondages rapides et des questions libres pour si vous en avez derrière. Le sondage était plus pour ouvrir une conclusion, c'est-à-dire est-ce que de votre point de vue, vous pensez que vous utiliseriez ce genre de solution à horizon 6-12 mois
ou si vous utilisez déjà, est-ce que vous voulez éventuellement lever la main? Il y a des perspectives peut-être. Et dans le chat, n'hésitez pas à mettre un +1. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens à distance peut-être aussi. Excusez-moi. Ok, donc on est à peu près sur les personnes qui connaissaient déjà le produit, qui disent qu'ils vont peut-être continuer à l'utiliser. C'est rassurant. Pas pour moi, j'ai un pouvoir de motivation de 0 apparemment. Et du coup, si vous comptez les utiliser, en fait, ce qu'on voulait vous remettre dans ce message-là, c'était un petit sondage sur dire comment vous comptez les utiliser. Parce qu'en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est des services qui sont sur étagère. Vous pouvez les consommer de plein de manières différentes. Vous avez des versions no-code. Donc, quand on dit no-code, ça va être, par exemple, dans AI Builder, si vous utilisez de la Power Platform. Donc, AI Builder, quand vous faites une application Power Apps, pareil, c'est plutôt du no-code, vous pouvez embarquer une. Alors, tous les produits, tous les services cognitifs ne sont pas inclus dans AI Builder, mais il y en a une sous-partie. Par exemple, toute la partie OCR est liée. Alors, j'ai plus la liste de tous, mais il y a une, je crois que au moins 6 ou 7 services différents qui sont disponibles. La version code, ce que je disais avec les SDK, donc en encodé en gros l'appel à l'API qui est fourni derrière, que ce soit par le SDK ou en appelant directement l'API. Ou alors, est-ce que vous reconstruiriez de zéro? Alors, j'ai l'impression que comme il n'y a pas grand monde qui veut utiliser les services, enfin pas grand monde, si, mais pas tout le monde, tous les autres, vous êtes dans la dernière case, c'est ça? C'est qu'en gros, vous referiez votre modèle from scratch. Non? Si vous voulez, on fait un sondage à main levée. Donc vous faites 1, 2, 3. Et dans le chat également, n'hésitez pas. Alors, il y en a qui referaient, il y en a qui feraient en dev. Il y a pas mal de gens qui consomment en dev tel quel, ok. Donc on voit qu'on a effectivement on a plus des gens développeurs ici qui sont moins Power Platform, ce que je peux comprendre de mon passif. Alors, c'est facile. Faites juste attention à un truc pour un conseil. Faites attention la désynchro potentielle entre le package du SDK que vous utilisez et la version de l'API qui est derrière. Il y a toujours un petit délai. C'est-à-dire que si vous utilisez le SDK Computer Vision en .NET, vous allez voir normalement dans la doc, vous allez trouver que ça pointe vers l'API 3.1 peut-être, alors que l'API 3.2 est sortie. Vous n'avez pas forcément toutes les features. Normalement, ils essaient de faire ça rapidement, mais ça peut arriver. Par contre, si vous voulez avoir toutes les features, vous tapez l'API REST, comme ça, vous l'avez directement. Il y en a qui refont leur modèle, c'est bien. Alors, la question, c'est en combien de temps? Et en combien de lignes de code? Ouais, et avec combien d'images du client? Parce que c'est aussi, enfin, images ou. Parce que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on va chez des clients, on nous dit très bien, je veux faire tel ou tel modèle. Je dis ouais, est-ce que vous avez des données? Non. Ah. Donc vous voulez reconnaître un truc que vous connaissez par cœur avec vos yeux, et que je suis censé faire deviner à une machine, mais vous ne savez pas déjà me dire qu'est-ce qu'il doit deviner de manière via des fichiers ou autre. C'est un peu compliqué. En fait, on dit tout le temps que la donnée, c'est de l'or, mais plutôt est donnée labellisée. C'est de l'or. Oui, et bien labellisé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne éventuellement? Ou il est 59, il nous reste une petite minute ou deux. Ou dans le chat, n'hésitez pas. On vous a mis nos. Alors, je crois que les QR codes, c'est nos LinkedIn, c'est ça qu'on a. Oui, c'est nos comptes LinkedIn. Si vous voulez continuer la discussion, n'hésitez pas. Alors, oui, toi, tu es par là aussi. Moi, je traînerai par là. Vous pouvez m'alpaguer, me dire je veux savoir plus sur tel truc. Ou ce que tu as dit tout à l'heure, c'était bizarre. J'aimerais bien que tu me. Ou tu as dit une bêtise, j'aimerais bien comprendre. J'espère pas. Il nous reste une minute. J'avais 2-3 bonus. Les coûts, je l'ai dit, bah voilà, ça coûte pas forcément grand chose à faire. L'évolutivité des solutions, on en a parlé. Si on revient sur le côté data science, rappelez-vous une chose, c'est pareil, vous aurez les mêmes problèmes. Le continuous training, c'est hyper important pour ceux qui font leur propre modèle. Allez réentraîner régulièrement, allez refaire vos métriques d'évaluation et d'aller republier potentiellement votre modèle. Parce que vous avez créé votre API, super, ça marche à 99%. Enfin déjà, quand ça marche à 99%, c'est rare et on est content. Mais surtout, c'est le même problème et ça l'est encore plus sur la partie data science custom où l'avantage, c'est que vous êtes maître de votre modèle. Au moins, si vous voulez le republier demain, vous le republiez demain. Là, vous l'êtes un peu moins. Par contre, si vous avez des cas particuliers à traiter ou autre, Microsoft est parfois aussi intéressé de savoir ce que vous voulez faire avec votre modèle. Les produits groupes, ils sont assez ouverts chez Microsoft. On peut leur remonter des use cases ou des trucs à dire est-ce que ça, c'est dans la roadmap, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On vous invite à suivre les sessions pendant Build. Il va y avoir des annonces sur. Alors, je ne vais pas faire de teasing. Enfin, je n'ai pas le droit de faire certains teasings jusqu'à 8h heure US, donc c'est ce soir. Donc, il y a des évolutions sur Form Recognizer, par exemple, qui viennent. Il y a des évolutions